Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la venue. S'il y a une venue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement fermer le puits, mesurer le gain, PT1, PA1, après stabilisation. Alors, lorsqu'on a une venue, il faut bien savoir que lorsqu'on a une venue, qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, nous sommes en train de forer. Je parle de la venue pendant le forage parce que on ne peut pas avoir une venue pendant la manœuvre, parce que pendant la manœuvre, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut pistonner. Si on a foré, on a foré, euh, et on n'a pas eu de venue, c'est-à-dire que le contrôle primaire est assuré. Si on arrête le forage, parce que là, le contrôle primaire est assuré parce que c'est la pression hydrostatique qui est supérieure ou égale à la pression de gisement, donc avec les pompes en marche ou à l'arrêt, le contrôle primaire est assuré parce que si on circule, on va ajouter les pertes de charge annulaires qui vont remplacer la sécurité. Si vous avez par exemple une pression de gisement de 400 bars, vous avez une pression hydrostatique qui s'applique sur lui de 410 bars. Si vous mettez les pompes en marche, vous allez augmenter, vous allez ajouter les paires de charge annulaires par exemple de 20 bars, donc ça devient 430 bars. Si vous arrêtez, vous restez toujours à 410 bars qui sont supérieurs à 400 bars, donc le contrôle primaire est assuré. Pendant la remontée, si on remonte correctement, on n'aura pas de venue, mais on peut la créer. Comment on peut la créer? En pistonnant, par exemple. Si on pistonne un grand volume et on a une petite marge de sécurité, c'est le pistonnage qui a créé la venue. Ce n'est pas la densité de la boue. La boue est intacte, c'est-à-dire elle n'a rien à voir avec ce problème. Donc, c'est le pistonnage qui a chuté la pression hydrostatique et qui a créé la venue. Ou bien, il y a un autre cas où on aura une venue pendant la manœuvre, c'est lorsque on ne remplit pas correctement le puits. On remonte quelques longueurs. Si, là, lorsqu'on remonte, le niveau dans le puits chute, si la pression hydrostatique devient inférieure à la pression de gisement, on va avoir une venue. Donc, il faut savoir toujours, il faut toujours calculer le volume qu'il faut remplir à chaque fois et il faut savoir combien faut-il remonter de tiges sans remplir pour avoir une venue. Par exemple, si on remonte 10 longueurs et on n'a pas de venue, donc il n'y a pas de problème, on va remonter à chaque fois 10 longueurs et remplir si on n'a pas de trip tank. Mais si la marge de sécurité est très petite ou bien la pression du gisement, bon, la pression du gisement est importante. Euh, Par exemple, si on remonte 2 longueurs, on va avoir une venue, eh bien, il faut remplir chaque longueur. Donc, il ne faut pas laisser le niveau chuter jusqu'à créer une venue. Autrement, la boue n'a rien à voir, c'est-à-dire la densité est correcte. On ne va pas, si, par exemple, si on aura une venue pendant la remontée créée par le pistonnage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si le puits débite, nous sommes obligés de revenir au fond, d'évacuer le bouchon, mais on ne change pas la boue, on ne remplace pas la boue avec la boue de densité requise parce que ce n'est pas la faute de la densité est correcte. Ce qui a entraîné la venue, c'est le pistonnage et non pas la densité qui est faible. Bon, maintenant, lorsqu'on fore ou on arrête pendant les opérations de forage, c'est là où on peut avoir une venue si la densité est insuffisante. Alors, lorsqu'on aura une venue, on arrête immédiatement et on ferme le BOP. Il faut bien savoir que vous êtes en train de forer et vous avez une venue. Le gaz qui sort du réservoir
il n'entre pas à l'intérieur de la garniture, même si vous n'avez pas de clapet anti-retour, parce que le clapet anti-retour est utilisé pour éviter le bouchage de l'outil. Même si vous ne l'avez pas, le gaz n'entrera pas tant que vous êtes en forage, parce que tout simplement, vous circulez la boue qui se déplace dans ce sens, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Eh bien, le gaz, il va suivre le courant, il va suivre le sens de la boue. Donc, le sens de la boue, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Eh bien, le gaz va passer dans l'espace annulaire. Alors, il n'y a même pas une seule bulle de gaz à l'intérieur de la garniture. La pression pousse, bien sûr, il pousse, et vous allez avoir l'impact en tête des tiges parce que ça pousse, mais rien n'entre à l'intérieur. Tout sort par l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'intérieur de la garniture, vous n'avez que de la boue qui a une pression hydrostatique suffisante pour ne pas avoir une venue, pour plutôt, disons, une pression hydrostatique suffisante ou bien grande, alors que dans l'espace annulaire, puisqu'il y a un certain volume de boue qui est remplacé par le gaz, donc la pression hydrostatique a chuté. Lorsqu'on ferme le BOP, lorsqu'on ferme les BOP, alors qu'est-ce qu'on va, on va avoir là? On arrête le forage, c'est-à-dire on arrête la circulation, on ferme le BOP. On va avoir ici en tête des tiges PT1, en tête de l'annulaire PA1. C'est quoi PT1 et PA1? Oh, surtout là, PT1, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne le manque en pression hydrostatique de la boue. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un réservoir qui a une pression de gisement de 430 bars et vous avez une pression hydrostatique de 400 bars. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque? Il vous manque 30 bars. Alors, les 30 bars vont s'afficher ici. C'est ça. Donc, PT1 est égal à la pression de gisement moins la pression hydrostatique. Alors, c'est comme si le puits discute avec nous, il nous dit, votre boue lui manque 30 bars. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter ces 30 bars en augmentant la densité de la boue, en alourdissant la boue jusqu'à la boue de densité requise. La boue de densité requise, c'est-à-dire qu'il y a une pression hydrostatique supérieure ou égale à la pression du gisement. Donc, elle doit avoir une pression hydrostatique supérieure ou égale à 430 bars. Si elle est supérieure ou égale à 430 bars, nous allons avoir 0 ici. Alors là, si on lit par exemple 30 bars, là, on va lire plus parce que PA1, c'est quoi? C'est la même chose. C'est la différence entre la pression de gisement et la pression hydrostatique dans l'espace annulaire. Mais dans l'espace annulaire, la pression hydrostatique est plus faible que celle à l'intérieur. Qu'est-ce qui l'a affaibli? C'est cette partie de boue qui a été remplacé par du gaz qui est plus léger que la boue. Donc, la pression hydrostatique est plus petite que la pression hydrostatique à l'intérieur. Donc, PA1 va être plus grand que PT1. Par exemple, ici, vous allez lire 30 et ici, par exemple, vous allez lire 46. Voilà pourquoi il y a la différence entre les deux lectures. On dit que lorsque vous êtes en train de forer, vous circulez dans ce sens. Donc, le gaz va sortir dans l'espace annulaire, il ne va pas entrer à l'intérieur. Maintenant, supposons que vous avez arrêté le forage, vous avez arrêté la circulation, vous avez du gaz dans l'espace annulaire, vous n'avez pas encore fermé le puits. Alors, puisque vous avez arrêté la pompe ou bien les pompes, est-ce que puisque les pompes sont arrêtées, le gaz va-t-il entrer à l'intérieur? Eh bien non, parce que s'il entre à l'intérieur, il doit pousser la boue qui est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est facile, parce qu'il continue à entrer, parce qu'il pousse la boue, puisque le puits n'est pas encore fermé, la boue sort et il la remplace. Mais à l'intérieur,
comment va-t-il entrer? Il va pousser la boue, mais la boue, où est-ce qu'elle va partir? Parce que là, il y a le top drive, il y a le circuit de surface, il y a la pompe. Il est bloqué, donc la boue est bloquée dans les clapets de la pompe. Elle ne peut pas retourner jusqu'au bac. Donc, même si vous arrêtez la circulation, le gaz n'entrera pas à l'intérieur de la garniture. Quand est-ce que le gaz entre dans la garniture? Si vous commettez la bêtise d'enlever le top drive. Ah, là, si vous enlevez le top drive et vous n'avez pas de clapet anti-retour, à ce moment-là, le gaz va pousser la boue qui va sortir, il va la remplacer. Ce qui est bête quand même. On ne va pas enlever le top drive lorsqu'on a une venue. C'est bête quand même. Alors, donc, pendant le forage, lorsque vous êtes en train de forer ou lorsque vous arrêtez le forage, c'est-à-dire vous arrêtez la circulation, le gaz reste toujours dans l'espace annulaire. Si vous ne fermez pas le puits immédiatement, là, le réservoir continue à envoyer du gaz, le gaz chasse la boue et la remplace. Donc, si vous ne faites rien, le gaz peut arriver jusqu'en surface et vous allez avoir une éruption. Et tout ça se passe uniquement dans l'espace annulaire. À l'intérieur, il y a toujours, la garniture est toujours remplie de boue. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, là, le réservoir n'arrête d'envoyer le gaz que lorsque vous lui bloquez le chemin. Parce que le gaz pousse la boue sort du puits. Lorsque vous bloquez le chemin à la boue, elle ne peut plus sortir, donc le gaz, il pousse, mais là, le réservoir, finalement, il va capituler, il va s'arrêter de pousser. Mais lorsque vous avez fermé le BOP, vous allez lire des pressions, parce que le réservoir pousse. Là, comme je vous ai dit, vous allez lire PT1 et la PA1, et comme je vous ai dit, PA1 est supérieur à PT1 parce que la pression hydrostatique dans l'espace annulaire est plus petite que celle à l'intérieur de la garniture à cause du gaz qui a remplacé la boue. Voilà. Voilà donc lorsqu'on a une venue et on ferme le BOP. Les méthodes de contrôle de venue, vous avez, avant d'avoir une venue, il faut au préalable, il faut connaître, mesurer, c'est pas calculer, mesurer les pertes de charge à débit réduit. On a dit qu'il faut utiliser les débits réduits pour contrôler la venue, ce qu'on appelle le débit de contrôle. Pourquoi on réduit le débit pendant le contrôle? Bien sûr, parce que le puits est fermé. Et on passe par la duse, donc les passages sont très réduits. Si le débit est important, qu'est-ce qu'il va se passer? Les pertes de charge dans l'espace annulaire qui s'appliquent sur le fond, comme on l'a vu, puisque la pression sur le fond égale la pression hydrostatique, plus les pertes de charge annulaires. Alors, si on a un débit important, les pertes de charge annulaires seront importantes, donc la pression de fond sera importante et on risque de fracturer ou tomber en perte pendant le contrôle. Donc, il faut y aller avec un débit réduit pour ne pas fracturer ou tomber en perte. Bon. La deuxième des choses, on a un débit réduit, on doit contrôler la venue avec un débit réduit pour que l'opérateur de la duse puisse ajuster sa duse sans problème. Parce que si le débit est important, il n'arrivera pas à ajuster la duse, surtout lorsque le gaz arrive en surface. La troisième raison, pour ne pas dépasser la capacité du dégazeur. Si vous avez un débit important, là, le dégazeur va se remplir immédiatement et vous ne lui laissez pas le temps de se vider. Donc, il faut attendre. Donc, dans ce cas-là, il faut y aller doucement pour ne pas arrêter à chaque fois le contrôle et reprendre. La quatrième des choses, réduire l'usure de la duse. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'espace annulaire? Nous étions en train de forer avant d'avoir la venue. On a arrêté le forage, juste arrêté le forage après avoir eu une venue et fermé le puits. Alors, la boue dans l'espace annulaire est remplie de cutting. Elle est trop chargée de débris.
C'est des blés qui doivent passer normalement par le tamis vibrant, par la goulotte et le tamis vibrant. Maintenant, on est obligé de passer cette boue chargée de cutting par la duse. Alors là, les cuttings vont se frotter contre tout le circuit, la shockline, la duse et tout le circuit. Donc, ils vont l'user. Là, il y a le bouchage, il y a l'usure. Mais là, on réduit l'usure parce que l'usure, c'est lorsqu'on frotte un élément contre un autre. Mais là, lorsqu'on le frotte avec une grande vitesse, là, l'élément le plus faible va s'user très vite. Tandis que le bouchage, même si le débit est très petit, on risque de boucher quelque part, surtout la duse. Si un cutting de gros diamètre va se poser sur le siège de la duse. Mais l'usure dépend du frottement des cuttings contre la duse. Donc, et les frottements augmentent avec le débit, lorsque le débit est important. Voilà donc pourquoi on doit circuler avec un débit réduit. Là, les paires de charge à débit réduit doivent être lues sur le manomètre du panel de commande d'IDUS parce qu'on doit mesurer les paires de charge à débit réduit et les pertes de charge doivent être lues sur le manomètre du panel de commande d'IDUS. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur ou bien le plus précis, non, c'est parce que c'est celui-là qu'on va utiliser pendant le contrôle d'une venue. Alors, même s'il est mal étalonné, on s'en fout parce que c'est une chose relative. Donc, on doit l'utiliser. C'est comme si on se donne rendez-vous à 1 heure, mais nous avons tous les deux nos montres qui retardent de 2 minutes. Alors, si on se donne rendez-vous à telle heure, on sera tous les deux au rendez-vous parce que nos montres, toutes les deux, retardent à la même durée, c'est-à-dire de 2 minutes. Voilà. Donc, il faut lire les paires de charge à débit réduit sur le manomètre du panel de commande à distance d'IDUS. Les paires de charge doivent être mesurées à chaque changement d'équipe, de BHA ou de caractéristiques de la boue, ou bien après le forage d'une section d'environ 150 à 200 mètres, ou bien après réparation sur les ports. Attention, ça, le dernier point est un peu compliqué. Parce que si on, ça, c'est la règle API. Ils disent qu'il faut mesurer les paires de charge, il faut refaire la mesure des paires de charge après réparation sur les pompes. Seulement, il y a des gens qui vont un peu plus loin. Ils disent, mais qu'est-ce qui va changer dans les paires de charge si on répare la pompe? Par exemple, si on change le siège du clapet, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les paires de charge? Tandis que quand est-ce que les paires de charge changent? C'est lorsqu'on change le chemisage, c'est-à-dire le diamètre des chemises. On passe par exemple des chemises 7 pouces aux chemises 6,5 par exemple. À ce moment-là, il faut remesurer les paires de charge. Mais lorsqu'on change le clapet ou bien un piston qui est sifflé, on le remplace, ça ne change rien. Mais attention, quand même, si vous avez cette question dans l'examen de IWCF, même si vous changez un piston, même si vous changez le clapet ou bien son siège, il faut refaire parce que la règle API n'a pas exclu telle ou telle chose. Ils ont dit après réparation sur les pompes, point à la ligne. Heureusement, on peut dire qu'on doit considérer la réparation de la partie hydraulique. On n'a rien à faire, on s'en fout de la partie mécanique. Mais si vous entreprenez des réparations sur la partie hydraulique, il faut remesurer les paires de charge. Voilà. Les paires de charge, les débits réduits, il y en a deux. Il y a un à 30 coups et l'autre à 40 coups. Pourquoi il y a deux débits réduits? Bon, les débits réduits pour avoir le choix. Il y a des gens qui ne sont pas expérimentés,
alors ils préfèrent utiliser les 30 coups. Il y en a d'autres qui sont plus expérimentés, ils préfèrent utiliser les 40 coups. Et il y en a les deux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un commence à 30 coups et il voit que c'est très lent, alors il peut accélérer la pompe jusqu'à 40 coups. Si c'est le contraire, il commence à 40 coups et il voit que c'est un peu trop rapide pour lui, alors il peut réduire à 30 coups. Là, les valeurs, en général, on trouve les chemises utilisées lorsqu'on a une venue dans les profondeurs. En général, vous trouvez des chemises 6,5 ou 6 pouces. Et dans les deux cas, les meilleurs débits réduits qui sont utilisés sont 30 coups et 40 coups. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Si les chemises sont plus petites, à ce moment-là, il faut augmenter. Par exemple, si vous utilisez des chemises 5 pouces, à ce moment-là, il faut aller, par exemple, à 40-50 parce que 30 et 40, le débit est très, très faible. Alors, il faut augmenter, par exemple, 40 et 50. Mais tant que vous restez dans la fourchette 6,5 et 6, utilisez 30 et 40. Nous allons voir maintenant l'effet du gain. L'effet du gain. Parce que là, le gain dépend de quoi? Le gain dépend du temps qu'on a perdu, qu'on a mis entre avoir une venue et fermer le BOP. Alors, tant que le BOP ou bien le puits, disons le puits n'est pas totalement fermé, le gain continue à augmenter parce que là, le réservoir continue à envoyer du gaz dans le puits. Quand est-ce que ça arrête? Lorsque le puits est totalement fermé, à ce moment-là, le réservoir pousse, mais le gain, le volume du gaz introduit n'augmente pas. Et tout ça se passe dans l'espace annulaire. L'intérieur des tiges sont intactes. Elles n'ont rien à voir avec le gain. Alors, lorsque vous fermez le puits, vous avez la pression en tête des tiges qui est égale à la pression de port moins la pression hydrostatique intérieure. À l'intérieur. Là, si le gain, par exemple, vous avez ce gain, vous allez lire cette valeur, par exemple, 20 bars. Si le gain est plus important, il arrive jusqu'ici, est-ce que ça va changer? Rien ne va changer parce qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur. Elle s'en fout de la quantité du gaz ici. Donc, là, la pression en tête des tiges, si vous avez au début 20 bars, c'est 20 bars que le gain soit ici, ou que le puits soit rempli de gaz. Même si le gaz arrive jusqu'en surface et vous arrêtez et vous fermez le puits, vous allez lire 20 bars, toujours. Donc, la pression en tête des tiges ne dépend pas du gain. C'est pour ça qu'on l'utilise pour calculer la pression, la densité requise. Parce que là, on peut péter un puisqu'on la connaît. On la lit ici sur le manomètre, par exemple, 20 bars. Elle est très bien connue. La pression hydrostatique à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de gaz, il n'y a que de la boue, on peut la calculer. La boue, c'est la boue que l'on voit du bac. On peut mesurer la densité de cette boue. On peut la multiplier par la profondeur verticale qu'on connaît, divisée par 10,2, et nous pouvons la connaître. Donc ça, elle est donnée. Ça, elle est donnée. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? C'est la pression de port. Donc la pression de port est égale à ça plus ça. Et à partir de là, on peut calculer la densité requise. Donc, quel que soit le volume du gain dans l'espace annulaire, on prend PT1 pour calculer la pression de port et la densité requise. Tandis que là, la pression en tête de l'annulaire dépend du gain, puisque la pression en tête de l'annulaire, PA, elle est égale à la pression de port moins la pression hydrostatique du gaz moins la pression hydrostatique de la boue dans l'annulaire. Vous voyez ici la pression hydrostatique intérieure, dans l'intérieur. Là, la boue est propre. Tandis que dans l'annulaire, on ne la connaît pas avec précision parce que
la boue est chargée de cutting. Donc, là, vous voyez, lorsque le gain augmente, la PA va augmenter parce que cette pression hydrostatique va diminuer, donc PA va augmenter. Il y a un autre point aussi, c'est la pression au niveau du sabot qui le concerne beaucoup parce qu'on risque de fracturer. Donc, là, la pression en fonction du sabot dépend du gain, mais attention, elle dépend du gain uniquement lorsque le gaz est dans le découvert. Parce que si vous avez du gaz jusqu'à ici, et vous lisez par exemple ici à ce niveau 300 bars, après, lorsque le gaz entre dans le tubage, à ce niveau, vous lisez toujours 300 bars, c'est-à-dire la pression de gisement moins la pression hydrostatique. Alors, si le gaz arrive ici, vous allez lire, par exemple, 300 bars. Si le gaz arrive ici, à ce niveau, vous lisez toujours la pression de port moins cette pression hydrostatique. Donc, vous avez toujours 300 bars. Bon, je vous remercie pour aujourd'hui.